Je souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui sont déjà présents, et qui rentrent dans notre agro-webinaire Voyage au cœur du vivant, tous ces mardis des 13-14. C'est la deuxième séquence de l'agro-webinaire sur la série consacrée à l'arbre dans les territoires, en partenariat avec l'ACTA, avec Agrinium et l'Académie d'agriculture. Nous avions accueilli il y a une semaine André-Jean Guérin, qui était auteur de l'ouvrage de l'arbre, des forêts et des hommes, et nous poursuivons aujourd'hui ce voyage au cœur du vivant avec Christian Duprat, que je présenterai tout à l'heure, et Claudine Tenaille, tous deux sont chercheurs à l'INRAE, qu'on dit maintenant. Et chacun, on va voir tout à l'heure que je vais rappeler pour l'usage de ces agro-webinaires, à la fois le chat, comme on dit, compte serveur, pour échanger des informations que vous avez en bas de l'écran. Et vous avez également en bas de l'écran Q et R, qui est le moyen pour vous de poser des questions. Ce sont ces questions qui seront reprises au cours de notre séquence, notamment j'ai avec moi un collègue Damien, qui est, je dis pas l'homme de l'ombre, au contraire, il est très, très, très actif sur les partenariats au sein de l'Académie. Donc, vous posez vos questions, et les intervenants, bien sûr, y répondront. Nous essayons de les regrouper une par une. Alors, on va commencer cette séquence sur l'arbre dans les territoires par l'agroforesterie avec Christian Duprat. Ceux qui savent qu'aujourd'hui, comme l'agroforesterie, je ne sais pas si vous avez entendu France Inter ce matin, avant 7 heures, on a parlé d'agroforesterie en disant que et voilà, l'agroforesterie pourtant a existé il y a il y a assez longtemps, on y reviendra. Ça a bien sûr diminué, mais qu'aujourd'hui elle est de plus en plus perçue comme une clé de développement de l'agroécologie et de son intensification, même si son expansion est encore freinée. Avec une solide formation agro, NGREF, complétée par un doctorat en hydrologie et écophysiologie forestière. Il est aussi ingénieur général des ponts, des eaux et forêts. Christian Duprat, membre de l'Académie, sera le premier intervenant sur l'agroforesterie. Alors, bien sûr, il en parlera, mais on sait aussi que Christian, non seulement sur le plan national, est reconnu, mais aussi sur le plan international, puisqu'il est président de l'Union internationale pour l'agroforesterie. Il est aussi spécialiste de l'agrivoltaïsme. Il a été notamment lauréat de la médaille de vermeil de notre Académie en 2013. À toi, Christian, de parler d'agroforesterie. Merci beaucoup, Constant. Je vais partager mon écran, le diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, Christian, tu peux y aller. Parfait. Il est en plein écran, c'est bon. Alors, je démarre. Alors, merci de m'avoir invité pour cette présentation où je vais m'intéresser à l'arbre rural, l'arbre de la campagne, hors de la forêt. Et j'ai intitulé cette intervention Outils de l'intensification durable de l'agriculture. C'est un concept qui est assez récent, mais alors attendez, les diapos ne passent pas. Ça y est, si ça passe. Euh, hmm, je ne maîtrise pas. Si, ça y est, c'est bon. Alors, quand vous voyez des arbres dans la campagne, hors de la forêt, vous voyez des arbres qu'on va dire qui sont très visibles. Ils cachent la forêt, comme on le dit souvent, puisque on les voit de loin, ils sont présents dans le paysage, ils sont fortement présents dans le paysage. Ils peuvent prendre différentes formes, et j'ai mis différents exemples sur cette diapositive. Mais il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est la face cachée de l'arbre, c'est la partie souterraine de l'arbre. Or, l'arbre hors de la forêt a un système racinaire très différent de l'arbre forestier. J'en veux pour preuve ces mesures que nous avons faites sur des noyers, soit dans une plantation forestière de noyers purs à gauche,
soit dans une parcelle agroforestière qui associait des noyers et du blé, enfin des cultures annuelles à droite, sur le même terrain. Et vous avez là le profil d'enracinement de l'arbre. Vous voyez, on va jusqu'à 4 mètres, mais en fait, les racines allaient jusqu'à 3 mètres de profondeur. Mais vous voyez que le noyer, dans la noyeraie pure, dans une parcelle forestière, a un enracinement qui se situe surtout dans le premier mètre. Alors que le noyer agroforestier, dans la parcelle associée à la céréale, a un enracinement qui se développe fortement au-delà du premier mètre de profondeur et jusqu'à 3 mètres de profondeur. L'arbre hors forêt est un arbre qui a un système racinaire surdimensionné par rapport à l'arbre forestier. Ça s'explique assez bien parce qu'il est soumis à beaucoup plus de sollicitations par le vent et les sollicitations mécaniques induisent un ancrage plus profond et un racinaire plus solide. Mais il y a aussi d'autres explications qui sont liées notamment à la compétition par d'autres plantes que les arbres qui vont induire des enracinements profonds. Donc, ces arbres hors forêt, ils sont le témoin de quelque chose d'important dont on n'est pas toujours conscient. C'est que ce sont les arbres qui sont à l'origine de la fertilité de nos sols agricoles. Tous les sols agricoles actuels cultivés en Europe étaient autrefois ce n'est pas si vieux, il y a quelques millénaires, des sols forestiers. Des sols forestiers qui ont été défrichés, essartés, transformés pour être des sols agricoles. Et aujourd'hui, quand on fait des études de datation de la matière organique de nos sols agricoles, on constate que plus de la moitié de cette matière organique a plus de 1500 ans, c'est-à-dire qu'elle date de l'époque forestière de ces parcelles. Et donc, la fertilité dont nous avons hérité et qui est conservée par le climat tempéré froid, qui permet de conserver longtemps la matière organique, contrairement au climat tropical, cette fertilité qui est héritée des arbres, eh bien, nous avons aujourd'hui un problème qui est de l'entretenir. Et nous allons voir que les arbres hors forêt peuvent contribuer à l'entretien de cette fertilité. Alors, je vais faire un tout petit zoom arrière dans le temps avec ici une photo d'un village, Arisdorf, qui se trouve à la frontière franco-suisse, quelque part dans l'est de la France. Eh bien, ça c'est une photo relativement récente, mais on a retrouvé une carte postale qui date de 1941 et vous pouvez voir sur exactement le même point de vue la diminution colossale de la place des arbres hors forêt dans le paysage. Cet exemple est là pour nous rappeler qu'il y a eu une évolution incroyable au cours du XXe siècle de la disparition des arbres hors forêt, de leur extraction, de leur suppression pour évidemment aller vers une mécanisation toujours plus puissante. Et ces arbres étaient des gènes. Tant qu'on cultivait avec les chevaux, avec de la petite mécanisation, ils étaient compatibles. À partir du moment où on a vraiment mécanisé avec du gros matériel, ils ne l'étaient plus. Et ça a été la grande évolution du XXe siècle qui a conduit à la disparition de tous ces arbres hors forêt ou d'une grande partie d'entre eux en tout cas. Alors aujourd'hui, quelle forme prennent ces arbres? Ils peuvent être dans les parcelles, c'est ce qu'on appelle de l'intraparcellaire, des arbres plantés dans les parcelles. Ils peuvent être autour des parcelles, ce sont les haies, Claudine nous en parlera tout à l'heure. Et ça peut aussi être de l'agriculture dans la forêt, c'est une autre variation de l'agroforesterie. Je n'en parlerai pas trop aujourd'hui puisque je m'intéresse plutôt à l'arbre rural hors de la forêt. Il y a plein de formes d'agroforesterie. Là, vous avez un diaporama de différentes options avec des cultures annuelles, des cultures pérennes, avec des animaux, des ovins, des caprins, des volailles. On peut associer l'arbre à plein de productions, y compris à la vigne. Vous avez des exemples sur ce diaporama. La question qui se pose d'un point de vue un peu scientifique, mais aussi pratique, c'est est-ce qu'il est intéressant, utile de remélanger les arbres avec nos cultures? Puisque nous sommes passés d'un système autrefois où il y avait beaucoup d'arbres partout, et ces arbres étaient importants pour donner de l'ombre aux travailleurs, pour borner les parcelles, pour faire du bois et qui était utilisé notamment pour faire les dots de mariage. On plantait beaucoup de peupliers agricoles qui étaient coupés lors du mariage. Eh bien, est-ce que ce mélange a encore un sens aujourd'hui?
La difficulté d'un point de vue scientifique, c'est de mesurer la productivité d'une parcelle agroforestière. Et ça, c'est compliqué parce que c'est long. Il faut la mesurer depuis la plantation des arbres jusqu'à leur récolte. Et ça peut durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Il faut comparer cette production avec celle des arbres dans des parcelles uniquement forestières ou avec des cultures dans des parcelles uniquement agricoles. Alors, quand on étudie la relation entre les arbres et les cultures ou les pâtures dans les parcelles agricoles, on a plusieurs principes écologiques importants qui sont des principes de compétition. Il va y avoir compétition. La compétition, je dis souvent, c'est le partage d'une ressource, donc le partage d'un gâteau. Il peut y avoir de la complémentarité, c'est-à-dire l'utilisation de cette ressource à différents moments ou à différents niveaux de l'espace, ce qui fait qu'elle est mieux utilisée. Et ça, c'est très important, on va le voir dans les systèmes agroforestiers. Mais il peut y avoir aussi de la facilitation, et la facilitation, ça se décrit comme l'augmentation du gâteau à partager, l'augmentation de la ressource à partager. Et il y a plein de mécanismes qui permettent cette facilitation. Je vais en donner un tout simple pour que vous compreniez mieux. Souvent, les arbres améliorent l'infiltration des pluies. Lorsqu'il y a des fortes pluies, ils améliorent l'infiltration des pluies, ils réduisent le ruissellement et donc ils améliorent la quantité, ils augmentent la quantité d'eau disponible ultérieurement pour les plantes pour pousser. Tous ces principes, on va les synthétiser, leurs résultats, dans ce qu'on appelle le coefficient de rendement équivalent, le Land Equivalent Ratio, que je vais expliquer maintenant. Si vous avez un mélange, vous avez des arbres et des cultures sur la même parcelle, disons 1 hectare de cette parcelle. Vous pouvez calculer la surface qu'il vous faudrait cultiver en séparant les arbres et les cultures pour obtenir exactement la même production. Dans cet exemple théorique, il me faudrait 0,8 hectares d'agriculture et 0,6 hectares de forêt. Cela veut dire que la production d'1 hectare d'agroforesterie nécessite 1,4 hectares d'assolement agriculture-forêt. C'est une valeur théorique, mais c'est une valeur qui est plausible. Vous allez le voir dans les éléments qui vont suivre. Nous avons mesuré ce coefficient d'équivalence sur certains systèmes agroforestiers et en particulier sur celui-ci, une plantation de peupliers faite en 1996, récoltée en 2009 et pour laquelle nous avons suivi les cultures pendant toute la rotation de la plantation des arbres à leur récolte. Eh bien, dans cette parcelle, nous avons mesuré un coefficient de rendement équivalent de 1,36. Nous avons d'autres parcelles, par exemple avec des noyers, qui sont des arbres qui poussent plus lentement et plus longuement. Et donc là, nous avons 25 ans d'observation, mais il nous manque 25 ans pour aller jusqu'à la récolte des noyers. Nous utilisons dans ce cas-là des modèles de simulation qui nous permettent de prévoir l'évolution du système. Et dans ce cas-là, nous obtenons des coefficients de rendement équivalents de 1,4 à 1,6, qui sont donc assez importants. Et ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut dire, mes diapos, c'est ça, c'est qu'un coefficient de 1,4 signifie qu'une ferme agroforestière de 100 hectares produit autant de produits agricoles et de produits des arbres qu'une ferme classique de 140 hectares où les arbres et les cultures sont sur des parcelles séparées. C'est donc une intensification très forte de la production et qui est obtenue par des procédés écologiques et non pas par des intrants supplémentaires. Ce n'est pas parce qu'on met plus d'engrais, plus de pesticides, plus de mécanisation qu'on produit plus, c'est parce qu'on associe des plantes qui utilisent mieux les ressources du milieu. Et l'exemple typique, c'est pour l'utilisation de la lumière. Vous avez ici sur 40 ans l'utilisation de la lumière du soleil par une culture à gauche en rouge. Le noir, c'est l'énergie lumineuse qui n'est pas utilisée. Et vous voyez qu'une culture en Europe, en France, utilise environ un tiers du rayonnement solaire. Et si vous avez une forêt à droite avec une plantation ici d'une noyeraie, vous avez au début très peu de lumière interceptée par les petits arbres et puis de plus en plus quand ils grossissent. Mais vous voyez qu'en noir, il reste beaucoup de lumière peu utilisée. Mais si vous associez, comme en agroforesterie, les arbres et les cultures, eh bien la proportion de lumière non utilisée en noir diminue, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu. Alors, les arbres en forêt, leur premier intérêt, c'est d'être complémentaires des cultures et des pâtures et donc de produire plus comme on vient de le voir. Mais il y a plein d'autres intérêts que je ne vais pas
détailler aujourd'hui, il faudrait beaucoup de temps. On diversifie les productions hein, sur l'exploitation et aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se tournent vers une agroforesterie avec des arbres fruitiers qui permettent d'avoir un revenu à court terme et non pas d'attendre le bois qui est un revenu à très long terme. Ils procurent des protections microclimatiques, on y reviendra. Ils peuvent améliorer la biodiversité, soit patrimoniale, donc des espèces un peu rares ou en danger, soit fonctionnelle, une biodiversité qui permet d'améliorer le fonctionnement du système. Ils peuvent améliorer la fertilité du sol, stocker du carbone, protéger la ressource en eau, produire un paysage qui est favorable et qui peut être utilisé comme un label par les agriculteurs pour vendre leurs produits. Donc l'idée qui est derrière tout ça, c'est que l'arbre ne devrait plus être un intrus dans les systèmes agricoles, mais un intrant, un outil de production. Alors, quelques images pour vous rappeler des espèces qui sont très inféodées aux arbres et qui disparaissent des campagnes si vous supprimez les arbres ruraux. C'est assez banal, mais il faut le rappeler. Et je voudrais faire un tout petit point sur l'agroforesterie en France aujourd'hui. Alors, on distingue les agroforesteries traditionnelles et puis les agroforesteries un peu modernes, celles adaptées à la mécanisation, la grosse mécanisation dont j'ai un petit peu parlé juste avant. Et puis, il y a tous les systèmes traditionnels de bocage et de haies, dont Claudine parlera tout à l'heure. On estimait qu'en 2000, avant 2000, il y avait 0 hectare d'agroforesterie dite moderne. En 2008, on en était à peu près à 2100 hectares pour 350 agriculteurs. C'était un démarrage lent, mais significatif. Les systèmes agroforestiers traditionnels, eux, sont aux alentours de 160 000 hectares. Et les haies, il y en a un certain nombre de kilomètres. C'est compliqué à les estimer, mais voilà. En 2017, on a eu une nouvelle estimation. L'agroforesterie traditionnelle était à peu près stabilisée. L'agroforesterie moderne était montée à 5 200 hectares. D'après les déclarations de la PAC 2016, le bocage et les haies étaient stables ou en légère régression. En 2023, on a une nouvelle estimation où on a une agroforesterie moderne à 20 000 hectares, donc quelque chose qui a quand même pas mal pris. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a eu l'appel à projet 2024 du plan national agroforestier, enfin pour la haie. Et donc, on a eu, je vous donne en exclusivité, ces résultats qui ont été présentés la semaine dernière par le ministère de l'Agriculture lors de la journée, une journée technique sur l'agroforesterie à Paris. Il y a eu 2570 dossiers d'investissement pour la plantation d'arbres dans toutes les régions françaises. Ça représente 3459 km de haies et 1140 kilomètres d'arbres en alignement intraparcellaire, soit à peu près 3000 hectares d'agroforesterie intraparcellaire. Vous voyez donc que là, il y a eu un coup d'accélérateur important qui est tout à fait significatif. On a également une enquête faite par la FAC, une association de développement de conseillers en agroforesterie, qui montre qu'aujourd'hui, on a presque 1000 personnes qui sont des agroforestiers professionnels qui font du conseil en agroforesterie, qui représentent à peu près 650 équivalents temps plein. Donc, on est sur une filière qui se structure, qui se développe, et on a quelque chose d'important, c'est l'Observatoire de l'agroforesterie qui a été mis en place par l'an dernier et qui associe l'IGN, l'Office français de la biodiversité, l'INRAE, les ministères, et qui va nous permettre d'avoir un suivi fin de l'évolution des surfaces agroforestières. Donc tout ça est permis notamment par le pacte en faveur de la haie et des systèmes agroforestiers. Il était doté de 110 millions d'euros en 2024 sur fonds d'État, ce qui n'est pas rien. Vous savez que le gouvernement actuel est en difficulté par rapport au budget et que ce plan a été raboté à 30 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2025 porté par le gouvernement Barnier. Ce gouvernement a été censuré. La suite n'est pas écrite, mais ce n'est pas gagné pour maintenir les crédits en faveur des arbres en forêt. Alors, une question quand même qui peut peut-être se poser, c'est pourquoi l'agroforesterie n'est-elle pas adoptée massivement par les agriculteurs? Eh bien, la raison principale, c'est qu'il y a très peu d'avantages productifs à court terme, à très court terme. Les arbres ne vont pas produire à très court terme. Leurs bénéfices environnementaux variés ne vont se produire qu'à moyen terme ou à long terme. Et donc, ce qui est compliqué en agroforesterie, c'est d'amorcer la transition. Comment convaincre les agriculteurs de se lancer dans une transition agroforestière. Et puis, il y a toujours chez les agriculteurs de fortes craintes sur le régime des aides de la politique agricole commune européenne
car pendant très longtemps, la présence d'arbres sur les parcelles a été un argument pour supprimer les aides de la PAC. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a réussi, à force de lobbying et de persuasion, de faire modifier la réglementation européenne depuis à peu près 2006 et même 2010, depuis 2010 maintenant. Les arbres ne sont plus un obstacle au prime PAC, mais ça reste dans l'esprit des agriculteurs et c'est un argument difficile. Alors, la meilleure manière, je vérifie mon temps, oui c'est bon, la meilleure manière d'amorcer cette transition, ça serait de monétariser les services produits par les arbres hors forêt. Là, je vous ai mis des images qui montrent qu'on peut bénéficier du climat, les animaux sont très conscients de ça, mais on sait qu'il y a des avantages liés à la présence des arbres qui peuvent être importants, mais qui sont souvent non monétarisés. On ne sait pas exactement ce que ça rapporte aux agriculteurs. Eh bien, il y a des études récentes très intéressantes, par exemple, qui nous montrent comment on peut calculer l'effet des brise-vents, puisque dans certains cas, les arbres sont très importants pour faire un effet brise-vent, sur les revenus des grandes cultures. Et là, on a une étude en cours qui est faite par la mission Haye qui montre que le gain économique lié à l'effet brise-vent peut être entre 250 et 1300 euros par an et par kilomètre de haie sur l'exploitation. Donc ça, c'est des arguments qui peuvent inciter à changer la vision. Un autre exemple de service de l'arbre-forêt auquel on pense moins souvent, c'est de réduire la fragmentation des habitats, c'est-à-dire le fait que les parcelles agricoles sont des obstacles pour la nature, pour beaucoup d'êtres vivants dans leur développement dans notre espace rural. Et donc, vous avez une carte au centre qui est une carte de la fragmentation des habitats. Plus c'est rouge, plus les habitats sont fragmentés, c'est-à-dire que les îlots de nature, de forêt, de zones naturelles sont tous séparés les uns des autres, et ce qui rend la vie des êtres vivants très compliquée. Et donc, les arbres ruraux ont un rôle très important pour réduire cette fragmentation, pour permettre le passage d'une zone naturelle à une autre, etc., des espèces. C'est un service qui pourrait être monétarisé et qui pourrait être payé aux agriculteurs. Un autre exemple très important, évidemment, c'est le stockage du carbone. On sait aujourd'hui, bon, il y a un marché du carbone volontaire sur lequel on peut vendre du carbone que l'on stocke, et ça peut devenir une fonction importante des agriculteurs. Pour cela, il faut qu'il y ait des méthodes de labellisation qui permettent de vendre son carbone à un prix correct. Et aujourd'hui, nous avons une méthode pour les haies, la méthode de haie label bas carbone, qui existe depuis août 2021 et qui permet de vendre le carbone stocké par les haies que les agriculteurs recréent sur leur exploitation. Eh bien, sur le même modèle, nous sommes en train de développer un label bas carbone pour l'agroforesterie intraparcellaire. Vous avez là une simulation de ce que pourrait rapporter un agriculteur cette labellisation. Sur une parcelle de 6 hectares, ça pourrait, si à 20 euros par tonne de carbone, lui rapporter 220 euros par an, à 80 euros par tonne de carbone, 880 euros par hectare, pour une parcelle de 6 hectares plantée. Ce n'est pas négligeable. Ça peut être très incitatif pour adopter des systèmes agroforestiers. Ça dépend évidemment du prix de la tonne de carbone et l'intérêt, c'est que le label permet d'avoir du carbone avec un bon prix. Si on regarde toutes les options qu'on a en agriculture pour atténuer, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce diagramme qui résulte d'une expertise collective de l'INRA montre que l'agroforesterie intraparcellaire au centre et les haies à droite, les deux en vert, ont des potentiels très importants avec des coûts relativement faibles. C'est-à-dire que ce sont parmi les meilleures options pour stocker du carbone en agriculture. Dernier aspect, il faut absolument changer le regard sur l'arbre hors forêt, donc le regard des agriculteurs, le regard également du grand public, et des initiatives comme le concours général agroforesterie qui a lieu au Salon de l'agriculture chaque année et dans lequel les meilleurs agroforestiers de France sont récompensés, fait partie de cette stratégie et c'est très efficace car chacun aime les prix et les médailles. Voilà, donc des décisions politiques sont essentielles pour développer l'arbre hors forêt, l'arbre agroforestier. Il faut d'abord bien avoir les connaissances qui montrent son rôle.
mais il faut surtout considérer les arbres ruraux comme des moyens de production et pas comme des stocks. Ça veut dire, en gros, en termes fiscaux, qu'il ne faut pas taxer ces arbres sur le revenu. Ce sont des outils de production. Et puis, un élément important aussi, c'est de dire que l'arbre public, l'arbre sur des propriétés publiques, est souvent mal ou non géré et souvent menacé. Alors, je vais conclure mon exposé en vous montrant des images qui montrent qu'il peut y avoir de l'espoir. Ces images viennent du Niger, d'une petite zone appelée Galma, et vous avez à gauche une photo aérienne de 1975 et à droite une de 2003. On reconnaît très bien le paysage. Et qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Eh bien, c'est les arbres qui reviennent. Et en fait, c'est une tendance qui est dans tout le Sahel actuellement, où on a un retour des arbres très important dans la zone sahélienne. Et c'est lié essentiellement au fait qu'on a responsabilisé l'agriculteur, c'est-à-dire que les arbres qui reviennent dans les parcelles appartiennent désormais aux agriculteurs. Autrefois, ils appartenaient aux services forestiers et les agriculteurs n'avaient pas le droit de les utiliser, pas le droit de les couper, pas le droit de les valoriser. Le changement de paradigme de l'arbre public géré par le système forestier à l'arbre privé géré par l'agriculteur sur les parcelles desquelles sont les arbres a permis cette évolution qui est très importante à l'heure actuelle. Voilà, donc il y a un foisonnement d'initiatives autour de l'agroforesterie. On a une difficulté avec le répertoire national des certifications professionnelles. Pour l'instant, on n'a pas de formation certifiée en agroforesterie. Bon, est-ce que ça évoluera? On verra. Il faut améliorer la qualité des projets agroforestiers. Il y a encore beaucoup d'arbres plantés qui meurent, qui ne se développent pas, qui ne sont pas plantés au bon endroit ou ce n'est pas la bonne espèce au bon endroit. Donc ça, faut le reconnaître, c'est une difficulté. Le Mais, corpus de... Oui, j'ai quasi terminé. Le corpus de connaissances a beaucoup augmenté avec de très nombreuses publications. Je vous en donner un exemple là. Et si je veux faire une perspective historique sur l'évolution du paysage sur notre zone, en tout cas européenne, nous sommes partis autrefois d'une forêt primaire avec un gros stock de carbone. On est passé à des forêts secondaires avec les défrichements, les essartages. On est passé ensuite à la culture intensive avec les cultures annuelles et les pâtures intensives. Et aujourd'hui, on va peut-être revenir à un paysage en mosaïque avec des parcelles agroforestières et donc une remontée du taux de carbone qui va être favorable pour la lutte contre le changement climatique. Voilà, merci pour votre écoute. L'agroforesterie fait partie des outils de la transition vers l'agroécologie, mais elle ne résout pas tout. Ce n'est qu'une partie des outils. Eh bien, écoute, grand merci Christian hein, pour la qualité et la précision de ton exposé. Tu as bien fait le lien avec ce qu'André Jean Guérin nous avait dit la semaine dernière sur l'objectif de vraiment stocker du carbone, hein, absorber le CO2 de l'air, hein, faire que voilà, la forêt, l'arbre peuvent contribuer à là aussi sauver la planète. Donc là, tu as fait ce lien. Tu as aussi joué un rôle d'ambassadeur hein, sur ta agroforesterie. Alors, une question, une seule que je te pose là, c'est celle d'Alain Vidal hein, qui dit, mais finalement, est-ce qu'il prend un exemple de pays d'Afrique où l'agroforesterie soutenu, mais pour la production de cacao et de café, et qui dit qu'on fait état de baisse de rendement sur le cacao en situation de sécheresse. Problème de compétition. Alors, je ne vais pas faire une réponse complètement affirmative, ce n'est pas mon domaine de prédilection. J'ai plein de collègues ici dans mon unité qui travaillent effectivement sur la production de cacao, de café en agroforesterie en zone tropicale. Je ne sais pas si on peut généraliser ce genre de choses, mais effectivement, il ne faut pas sous-estimer la compétition pour l'eau des arbres. C'est-à-dire qu'en situation de sécheresse, on peut avoir, ça va dépendre du type de sécheresse. L'arbre va pouvoir protéger les cultures ou au contraire devenir fortement compétiteur. Et c'est toute la difficulté de la relation entre l'arbre et les cultures et les pâturages, c'est que je la décris souvent comme stochastique, c'est-à-dire que il y a des sécheresses différentes dans lesquelles le mélange va réagir de manière différente. Certaines années, on va avoir les arbres qui vont devenir compétiteurs, qui vont aggraver la situation. D'autres, ils vont protéger. Et ça dépend vraiment de leur profil d'enracinement. Écoute, merci Christian. Je vais donner la parole à Claudine Tenaille, qui est également chercheur à l'INRAE.
Elle a préparé son intervention avec sa consoeur Valérie Viau, hein, qui vraiment ils ont fait ça, un travail d'équipe, un travail ensemble. Ces recherches, ou leurs recherches, hein, se situent dans le domaine de l'agronomie des territoires et paysages et s'intéressent à la façon dont les agriculteurs peuvent contribuer à la gestion de ces ressources paysagères. Elle étudie l'organisation spatiale et fonctionne des pratiques agricoles, à comment ces pratiques sont importantes dans ce contexte territorial paysage et comment l'impact de ces pratiques sur l'état des ressources peut être apprécié, notamment avec les haies et les autres bordures de champs. Elle participe à un certain nombre de réseaux, hein, que ce soit la zone atelier armorique, que ce soit l'Observatoire Terre, Écosystème, Société, mais aussi les services écosystémiques assurés par biodiversité dans les paysages agricoles. Et en tant qu'agronome, avec l'Association française d'agronomie, agronome pour le développement d'une agronomie des territoires et paysages. Claudine, à vous. Voilà, je vous remercie donc beaucoup de votre accueil et puis de cette opportunité d'échange. Alors, je vais passer directement à la suite de mon diaporama, donc qui sera en deux parties. Alors, la première partie, je pose la question, comment les pratiques agricoles influencent-elles les fonctions écosystémiques des haies et bocages? Donc, un petit peu un changement de regard où on ne va pas démarrer par l'objet arbre, haie, mais démarrer par les pratiques agricoles. Et puis, je souhaiterais vous introduire trois types d'activités, de pratiques agricoles qui sont intéressantes d'une part parce qu'elles ont des visées différentes, donc du coup, en termes d'objectifs, en termes de leviers dans les exploitations, c'est pas les mêmes choses. Et puis, je vais illustrer le fait que ces trois types d'activités n'ont pas nécessairement les mêmes impacts sur les fonctions écosystémiques de ces agroécosystèmes avec haies. Donc, les premiers types de pratiques, ce sont les pratiques de production visant à élaborer sur la parcelle au sens large, hein, la parcelle avec ses arbres, ses bordures de champs, ses haies, donc visant à élaborer des produits vendus, intermédiaires ou autoconsommés. Alors, mes excuses parce que j'ai superposé à la même saison des activités qui ne se font pas à la même saison. Donc, un deuxième type de pratique, les pratiques d'entretien, qui là visent à maintenir la parcelle, donc au sens large, dans un état adéquat du point de vue des agriculteurs pour le fonctionnement de l'exploitation. Donc, on peut parler de fauche de refus, hein, mais aussi d'entretien des clôtures, par exemple. Et puis, des pratiques d'aménagement qui visent à transformer la structure des parcelles, souvent en transformant aussi les souhaits, les objectifs et les enjeux. Alors, je vais illustrer les impacts de ces activités en prenant production et entretien. Alors, par exemple, le rôle des activités de production sur les fonctions écosystémiques. Alors, Christian l'a évoqué déjà un peu. Donc, le fait, les choix en fait d'organisation spatiale et temporelle des successions culturelles entre elles et en fonction également des haies qui peuvent être autour des parcelles, vont amener en fait à la création de mosaïques de culture, mais aussi de stades de culture et d'états de surface d'une année sur l'autre, mais aussi à l'intérieur de l'année. Et donc, on évoquait ces continuités d'habitat, etc. Là, ce qu'on a pu montrer, c'est que ça avait un effet, en fait, ces différents stades de culture sur les mouvements des espèces, par exemple des carabes qui vont, entre guillemets, poursuivre des pucerons qui vont être d'une parcelle à l'autre, ou bien entre les haies et les parcelles. Et ça amène aussi en fait à une différenciation du carbone de la matière organique dans les sols et d'une mosaïque un peu différente de stabilisation, déstabilisation de cette matière organique. Une illustration cette fois pour les activités d'entretien. Quand on pense aux arbres, on pense souvent aux houppiers, on a tendance à les regarder de haut, ou en tout cas de mettre les yeux vers le ciel. Et il y a énormément d'activités aussi qui se situent au pied de la haie, sur la bordure de champ, quand il s'agit de haies.
Et donc, on a pu montrer que les différences de type d'entretien des pieds de haie et autres bordures de champs amenaient vraiment à des différenciations de la flore herbacée et aussi d'état de surface des bordures de champs. Donc là, par exemple, on peut avoir des bordures avec une dominante d'adventice si on a une accumulation ou même dès la première application de glyphosate, par exemple, avec une mise à nu du sol et une collecte en fait d'adventice. Et voilà des archétypes un peu où on attend aussi, par exemple, des dominantes forestières avec le temps long, ou des dominantes, par exemple, prairiales ou un mélange de tout ça. Donc, en fait, cette différenciation liée aux activités, ça amène à une variabilité des habitats, des ressources pour les espèces. Et on peut penser aux butineurs, par exemple, et puis aussi une variabilité de la régulation des flux d'eau et érosifs. Donc, on a évoqué les racines, mais également la structure du couvert. Son implantation va affecter en fait les rôles de tamponnage ou de régulation des flux et également érosifs dans ces paysages. Si je l'ai mis quand même là, donc comment dire, un exemple de rôle des activités d'aménagement. À vrai dire, on les connaît mieux, l'aspect de planter ou bien au contraire d'araser des talus. On va mettre en connexion ou en déconnexion des parcelles et haies entre elles, et ça va amener par exemple un changement des chemins de l'eau, des continuités écologiques. Alors, ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que certes, on a pu montrer qu'il y avait un effet de certains types de pratiques, mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait une grosse importance en fait de la combinaison dans l'espace et dans le temps de ces trois types d'activités. Donc, sur tout ce continuum haie-parcelle, dans les fonctions écosystémiques qu'on peut retrouver sur ces espaces. Et là, en particulier, on a fait un travail sur la question du stockage de carbone dans les sols. Donc, sur des horizons de surface, 0,30 cm. Donc, on s'est appuyé sur un observatoire des pratiques sur la zone atelier armorique. Donc, il y a un suivi sur 3 petits échantillons de paysages qui diffèrent par leur densité de haies. Il y a un suivi des pratiques. Ce suivi se fait par observation de visu chaque trimestre et donc vous avez des exemples. Et on incrémente, en fait, on considère qu'il y a une pratique quand il y a une différence par rapport au trimestre précédent. Donc, ce qu'on a fait ensuite, donc, on a des données disponibles, par exemple, sur 65 trimestres. Et donc, on peut voir un peu quelles pratiques se sont accumulées. Et ce qu'on a choisi de faire, ce sont des mesures de stock, de teneur de carbone dans les sols. Donc, sur des transects, en fait, pour voir la différence entre à l'aplomb de la haie, 50 cm, à 1 mètre de la haie, c'est-à-dire vraiment à la limite de la bordure de champ, voire parfois au long cours, un peu dans le champ, un peu sur la bordure inculte, et puis à 10 mètres. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des transects, des continuums haies-parcelles, au niveau de parcelles où il y avait, selon, comment dire, on a échantillonné pour avoir certains transects avec certaines parcelles avec un cumul important de cultures annuelles, mélangé un peu entre culture et prairies ou avec un cumul important de prairies. Donc, voilà un résultat que l'on a sur ces mesures. Donc, ces histogrammes montrent en fait en pourcentage d'échantillons de sol les teneurs en carbone dans le sol. Donc, sur ces horizons de 0,30 cm, à 50 cm, à 1 mètre et à 10 mètres. Donc, dans ces résultats, on a des choses qui sont attendues et aussi connues en termes de facteurs qui interviennent, mais on a des choses moins attendues.
ou moins connues. Donc, dans les choses attendues connues, c'est qu'on a des teneurs beaucoup plus élevées sous la haie dans la parcelle. Donc, Christian l'a évoqué aussi, dans la parcelle, alors hors prairies permanentes, parce que les prairies permanentes sont connues pour pouvoir également stocker pas mal de carbone. Donc, ce qui était attendu, connu, c'est aussi une très forte variabilité à 10 mètres. Et donc, en effet, on retrouve des teneurs en carbone qui sont importantes quand il y a un cumul important de prairies sur les parcelles, et au contraire, des teneurs de carbone qui sont moins importantes quand on a un cumul important de cultures annuelles. Cependant, et c'est ce qui nous intéressait de voir également, on a, comment dire, au niveau 50 cm à l'aplomb des haies, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir cette variabilité de teneur en carbone. On s'attendait à avoir surtout de grandes teneurs en carbone. Et lorsque on fait l'analyse pour savoir quels sont les facteurs qui ont pu jouer sur la présence, enfin sur ces échantillons avec des relativement faibles teneurs de carbone, on s'aperçoit que cela correspond à des haies sur lesquelles il y a eu une grosse fréquence, une fréquence importante, d'une part d'activités qui tendent à exporter de la biomasse ligneuse, donc par exemple des émondages à 4-5 ans au lieu d'émondages à 8 ans. Et également ici de fortes fréquences d'application de glyphosate. Donc là, derrière, ce qui peut expliquer en fait les conséquences, c'est le fait que finalement on produit une litière comment dire, de végétation qui est tuée par le glyphosate, qui a un niveau de carbone sur azote qui est relativement bas. Et puis il y a un peu un effet d'entraînement en fait, parce que à mesure qu'on va appliquer du glyphosate, on va mettre le sol à nu, on va comment dire, favoriser les adventices de culture qui vont elles-mêmes enrichir en quelque sorte le sol. Donc, ce sont un peu ces types de critères qui jouent, et ce qui fait qu'en fait, on s'aperçoit bien que il faut vraiment prendre en compte finalement la totalité de ces types de pratiques, y compris par exemple à 1 mètre, où là, selon la façon dont on va rogner, donc on va réaménager la parcelle, on peut avoir la bordure qui est plutôt dans la parcelle ou qui est très à l'interface, ou tantôt sur la partie inculte, mais qui elle-même fait l'objet de pratiques de gestion dédiées avec éventuellement parfois beaucoup de glyphosate ou peu. Donc ça, c'est sur l'accumulation sur les 65 trimestres. Ce qui fait que ça nous a amené une autre question, puisque cette combinaison d'activités est importante, puisque ces pratiques agricoles sont au moins aussi importantes que la présence et l'âge des arbres. Du coup, dans une perspective de transition agroécologique, c'est intéressant de se préoccuper de ces pratiques de gestion, de la façon dont elles peuvent faire système de gestion, et finalement de voir comment évoluent ou pourraient évoluer des systèmes de gestion agroforestiers, cette fois-ci bocagers. Donc, avec la définition d'un système de gestion qui est vraiment une organisation des ressources, main-d'œuvre, équipement, savoir-faire, et de ces différents types de pratiques, du pied au pied de la haie, du pied de la haie jusqu'à la limite de la bordure de champ et dans la parcelle, pour atteindre un ensemble d'objectifs et peut-être pas seulement de production, mais aussi multifonctionnels, on va le voir. Claudine, je vais vous demander Oui, malheureusement d'accélérer. Je veux dire pourquoi? oui, C'est pour se garder un peu de questions. Voilà, d'accord, ouais. voilà. Excusez-moi, Claudine. Oui, oui, non, mais pas de souci. Donc là, c'était juste pour dire que quand on pense bocage en Bretagne, on a tendance à se référer au 19e siècle, avec le plus gros boom, la plus grosse explosion de ce bocage, qui était un système agroforestier bocager très intégré au plan des normes. Voilà,
et la partie en vert appartenait aux propriétaires, les parties en blanc appartenaient aux fermiers. Et puis, on a tendance à regarder dans les évolutions un peu des évolutions abruptes de diminution des haies avec les remembrements ou ou un peu plus lentes. Mais ce qui nous paraissait intéressant aussi, c'est de regarder en fait un petit peu plus à la loupe tous ces changements de gestion multiples et en quoi est-ce qu'ils peuvent relever éventuellement le système de gestion. Donc, sur l'évolution de ces pratiques, ce qu'on voit, c'est que dans les années 2000, on avait une recherche de diminution du travail par le chimique, avec le glyphosate arrivant comment dire, en brevet public. Et puis, plus tard, dans ces dernières années, plutôt une recherche de diminution du travail par la mécanisation lourde, lamier, épareuse, etc. Et puis, mais reste tout de même à la fois une diversité de pratiques dues au pied, et puis un temps de travail qui est globalement important. Donc ça, dans les pratiques courantes. Ensuite, ce qu'on a essayé de voir, c'est sur la base de travaux d'entretien et de modélisation collaborative, notamment auprès de groupes d'agriculteurs qui sont engagés ensemble dans des actions de transition. Donc plusieurs types de groupes, mais là, on va l'illustrer avec l'association Terres et Bocages. On a essayé de regarder ce qui faisait pratique innovante, l'aspect de fonction de valeurs attendues et puis de verrous et leviers. Donc là, en fait, en termes de pratique, on a des exemples de reconception de systèmes où on va, donc ça fait écho à la dernière question pour Christian, en fait, des agriculteurs qui essaient d'intégrer la variabilité des effets des haies dans le temps, dans l'espace, et aussi la variabilité climatique. Donc, en travaillant sur la diversité des couverts, même sur les parcelles, les effets de compensation suivant l'orientation de la haie, raisonner l'organisation du pâturage et des systèmes de culture avec l'implantation et la gestion des haies, travailler sur tout ce qui est bouclage, métabolisme, recyclage dans l'exploitation, entre exploitations, et puis concevoir des haies qui sont différenciées dans l'exploitation, qui demandent moins de travail et qui soient adaptables au long cours. Pour l'exemple des valeurs attendues, on retrouve des choses on retrouve des choses dans la bouche d'agriculteurs qui sont engagés dans des transitions agroécologiques par ailleurs, pas nécessairement sur les arbres. La question de la préservation des sols, du vivant, de la diminution d'impacts environnementaux, de la qualité des produits agricoles, là au travers de la santé animale et de la qualité des sols. Avoir une bonne organisation du travail en termes de conditions, de temps, une autonomie technique, aussi d'apprentissage et d'innovation, et un ensemble de choses qui relèvent du cadre de vie, de valeurs culturelles, etc. Et ma dernière dia, c'est à propos des difficultés qui émergent, où il y a une recherche de levier. Il y a trois grands aspects. La difficulté pour trouver les ressources, soutien, mode d'organisation collective adéquate aux échelles des territoires. Ces agriculteurs qui sont souvent en réseau avec des animateurs, techniciens, etc., leurs voisins n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Et au niveau de collectivité territoriale, ce n'est pas forcément raccord non plus. Les politiques publiques sont encore largement trop en tunnel et rigides, donc on a des politiques qui sont plutôt autour de l'aménagement, de la plantation, d'autres plutôt autour de l'entretien, de l'autre plutôt autour de l'optimisation pour les filières bois. Ce qui repère aussi, c'est pas de prise en compte de la multifonctionnalité non plus de la haie, mais du système agroforestier bocager dans les revenus. Avec donc le besoin qui nous renvoie aussi d'estimer au long cours cette multifonctionnalité et cette durabilité donc au long cours. Voilà, je vous Merci. remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup Claudine et je remercie aussi Valérie, votre collègue qui avait préparé ce travail. Alors, vous êtes restés encore très nombreux sur les gens qui nous ont rejoints. Beaucoup de questions. Alors, j'en prendrai sans doute trois. Une première, c'est, on a bien vu qu'il fallait stocker du carbone. La question sur le taux d'humus. Première question, c'est est-ce qu'on peut mesurer
l'âge du carbone dans le sol. Première question. Deuxième question, c'est, on sait que certains sols sont plus perméables que d'autres. J'ai moi en tête Champagne-Crayeuse, on me dit qu'en gros, ça migrait dans la craie de 40 centimètres par an, dans des sols très très profonds. On a d'autres exemples aussi sur comment l'effet climat. Hein, est-ce que la ressource en eau joue dans les deux sens, hein, quand c'est sec, quand, hein, et puis aussi les pratiques agricoles, parce que carbone sur azote, on sait que si on augmente l'azote, la fertilisation azotée, on a une minéralisation plus rapide de l'humus. Alors, allez, d'abord Christian, puis après Claudine, sur l'humus. Alors, sur la question très simple de l'âge de la matière organique des sols, bon, on le mesure avec des méthodes de datation au radiocarbone. Évidemment, l'origine de la matière organique des sols actuels est très variée. Il y a des inputs, des entrées de matière organique récentes, d'autres plus anciens. Il y a des fractions dans la matière organique qui sont protégés dans les argiles à très longue durée de vie, d'autres qui sont beaucoup plus labiles, beaucoup plus dégradables. Donc en fait, ce qu'on mesure, c'est des âges moyens ou alors des âges par fraction que l'on a préalablement séparés. C'est ce qui nous permet de dater à peu près les sols avec la méthode du carbone qui permet de remonter à 20 000 ans, pas au-delà, puisque la demi-vie du carbone 14 est de 5 000 ans à peu près. Voilà, donc ce sont des méthodes radiologiques qui permettent de dater Voilà. ce carbone. Et on veut que Claudine aussi a beaucoup travaillé sur l'accumulation avec les distances. Claudine, à vous, sur la dynamique de l'humus dans nos sols et surtout Alors, l'influence des haies et des brise-vents. Alors, la dynamique de l'humus dans le sol, ça, je pourrais moins répondre, ça serait mieux que Valérie soit dans les parages. Moi, ce que je dirais, c'est que, en effet, par rapport au taux de carbone sur azote, on voit que notre message, c'est de dire que c'est vraiment une gestion d'ensemble et c'est toujours, mais je crois que Christian l'avait aussi dit, mais il y a toujours une histoire de balance et de compromis à assurer. Si on essaye d'optimiser sur un seul type de fonction, par exemple, une grosse production de biomasse pour pouvoir vendre, etc., on va forcément avoir des contreparties. Donc, il faut rechercher comment dire, il faut toujours rechercher des compromis. Et puis, il y a des effets aussi comment dire, de synergie malheureuse ou d'engrenage sur lesquels on peut tout à fait montrer des choses auprès des agriculteurs. Par exemple, le fait que plus on va mettre les sols à nu, on va gratter. C'est ce qui se passe aussi sur des épareuses en bord de talus routiers. Donc, plus on va déstabiliser le sol avec l'arrivée donc non seulement d'adventices des cultures, mais une stabilisation du sol qui va être voilà une déstabilisation du sol et ce qui va provoquer des érosions, par exemple dans toutes ces situations en particulier de massifs armoricains ou d'autres types de massifs. Donc là, on a vraiment cette idée d'éviter les synergies négatives en fait. Merci. Alors, deuxième type de question, c'est les accompagnements. Hein, on a vu que peut-être que l'État réduit. On a la fiscalité, c'est, je crois, Christian y a fait allusion. On a aussi le rôle des régions, le rôle des organisations professionnelles. On a la PAC. La question a été posée, la PAC 2027, réponse par réponse. Allez, Claudine et Christian. Je prendrai que ces questions-là parce que malheureusement, on vous répondra individuellement, mais on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions qui ont été fort nombreuses. Merci encore à vous. Alors, sur l'accompagnement et l'incitation à l'adoption, à la transition agroforestière et agroécologique, il y a plusieurs écoles qui se débattent. Mais la difficulté en agroforesterie, c'est qu'il faut initier le processus, il faut commencer. Si vous avez déjà une ferme agroforestière, c'est facile parce que les arbres sont là, ils produisent, ils rapportent de la valeur, du bois, du climat, vous avez ce qu'il faut. Quand vous partez d'une exploitation où il n'y a rien,
l'investissement, la transition est complexe. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'accompagnement, l'incitation est indispensable. Et puis, en plus, les agriculteurs ont souvent perdu la pratique de la gestion de l'arbre. Ils sont souvent démunis et donc il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Mais heureusement, on a un très bon réseau en France, hein. La FAC, enfin le réseau français, c'est plus de 200 opérateurs qui sont capables d'aider les agriculteurs à faire cette transition. Claudine, sur notamment Sur- mobilisation des acteurs, vous étiez oui, beaucoup dessus. oui, deux choses sur la question de l'accompagnement. Donc, bien se dire que voilà, si l'arbre participe à la transition agroécologique, c'est important qu'on ait un accompagnement qui soit pas seulement dirigé sur les arbres, mais qui soit réintégré en fait à l'accompagnement à la transition agroécologique plus largement. Parce que c'est pas facile de gérer un arbre, mais tout ce savoir-faire sur gérer en même temps des cultures de l'élevage et de l'arbre, c'est encore un petit peu autre chose. Donc ça, je pense que ça se développe en effet, mais ne pas risquer de remettre en tunnel, en secteur. Et pour la même façon, les politiques sont souvent énormément sectorielles. Et donc, des travaux qu'on fait aussi avec une juriste, Alexandra Langlais, il y a vraiment la question de comment pouvoir soutenir des politiques qui sont plus en faveur d'une gestion adaptative et qui sont davantage comment dire, moins sectorielle. Merci à Claudine. Pardon, tu veux parler, Christian, vas-y. Oui, je vais donner un exemple très simple sur la fiscalité qui me semble très importante. Quand un agriculteur revend un tracteur, la vente du tracteur ne fait pas partie de l'EBE, ne fait pas partie du bénéfice agricole. C'est simplement un moyen de production et qui est remis dans la fonction. Aujourd'hui, quand un agriculteur vend le bois d'un arbre qui est sur ses parcelles, c'est mis dans la production, dans le bénéfice agricole. Et c'est ça qu'il ne faudrait plus. Il faudrait que l'arbre soit considéré comme un moyen de production. Donc, le jour où vous le vendez, c'est comme quand vous vendez un tracteur, ça ne fait pas partie de ce qui est imposable. Voilà, merci à vos deux exposés qui ont été très très passionnants, qui ont été très suivis. Hein. On vous retrouvera notamment pour des opérations comme un arbre, un Tree for You avec André Jean, mais on verra la semaine prochaine. Hein. On aura d'autres exemples. Donc vraiment, merci. Avec la semaine prochaine, Marine Loher, qui est responsable au CNPF, notamment d'un programme sur la mesure justement de l'accumulation de carbone dans les sols. Léa Lemoine, qui va nous parler de ce réseau avec l'agroforesterie en élevage, hein, on en a peu parlé. Et Joël Touré, délégué général de l'association Tree for You, avec une opération vraiment exemplaire dans le bocage de l'Orne. Merci Christian, merci Claudine, merci à tous les participants. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.